Bonsoir. Merci d'être venu ce soir à la rencontre de Véronique Bogdanov. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci, je suis enchantée d'être là. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir. Un bonheur. Vous nous présentez votre livre Bienvenue au pays de soi-même, qui est publié aux éditions Symbiose. Exactement. Alors ce livre, c'est le partage de votre réflexion personnelle, le fruit de votre travail. Il se lit et invite à la réflexion. Oui. Il se lit et invite à l'expérimentation. Exactement. Grâce à des séances de sophrologie que vous proposez en format audio. Oui. Accessible sur Internet. C'est une manière originale de s'ouvrir à soi. Une approche que vous avez conçue, basée sur votre métier, votre expérience professionnelle de sophrologue, mais aussi le fruit de vos expérimentations personnelles. Exactement. C'est une vraie invitation que vous nous faites à prendre en main notre destinée pour lui offrir la réalisation de nos potentiels sans en perdre une miette, concevoir qu'il n'y a pas d'âge, pas de temporalité ni de temps perdu. Alors est-ce que c'est bien vrai ça qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses potentiels? Alors complètement. C'est complètement vrai. Il n'y a pas d'âge pour se rencontrer. Donc pour reprendre en fait vos propos, Isabelle, en fait oui, j'ai écrit Bienvenue au pays de soi-même pour, pour l'autre. Quand je dis l'autre, c'est que mon intention, parce que je travaille depuis 15 ans maintenant, je fais de la sophrologie, que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues dans mon cabinet et que aussi la vie s'est chargée de m'offrir quelques expériences. Je me suis dit que c'était important de pouvoir partager ce qu'il m'arrivait et ce qui était très significatif parmi mes clients. Alors évidemment, ils ne sont pas arrivés tous à l'âge de 10 ans, ils sont arrivés comme ils étaient à l'instant T en disant, voilà, je viens poser mes valises, mes bagages, voilà ce qui m'arrive, voilà ma problématique et j'ai besoin de dénouer tout ça. Au regard de tout ça, après le confinement, je me suis dit, évidemment le confinement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce grand moment de silence m'a initié, m'a installé comme ça vers une réflexion plus profonde de savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, tout ce qui pouvait pousser à l'intérieur de moi, notamment la créativité et ce livre. Et ce livre, en fait, il est dédié à l'autre, dans le sens où je souhaite lui apporter, je souhaite apporter le fruit de toutes les expériences donc, et des autres et des miennes vécues. Vous parlez, dans votre livre, vous parlez de décision d'aller à soi. C'est à vous de décider quand et comment vous vous rencontrerez. Vous avez le seul pouvoir d'ouvrir la porte. Alors, on ne se connaît pas comme ça, là, de façon innée, en se fréquentant tous les jours, du matin au soir, de sa naissance à sa mort. Non, il faut faire une démarche, c'est ça. Et, et vous précisez aussi au tout début de votre livre, vous précisez que vous, cette décision, vous l'avez prise enfant. Oui, j'ai pris cette décision enfant. En effet, dans cet univers actuel là, tout de suite, on est vraiment dans un schéma de consommation, notamment dans le développement personnel. On a tout un tas de sollicitations qui nous font un petit peu survoler toutes les possibilités. Mais réellement prendre le temps de se rencontrer. On peut survoler et lire tout un tas de bouquins, y compris le mien, et puis ne pas prendre la décision. On peut juste consommer. Et la décision, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux changer pour améliorer mon existence? Qu'est-ce que je peux changer pour tâcher de regarder les choses différemment, de me véhiculer différemment? Alors je raconte en effet 2-3 détails. Moi je suis une gosse du sud-ouest. Je suis née dans le Gers
et dans un tout petit village. Et je raconte ça parce que cette décision enfant, je suis la plus petite d'une famille de 6 enfants. Je suis la dernière. Donc je suis le petit être qui pousse un peu comme un champignon. C'est ce que je raconte dans le livre. Et ce petit être qui pousse comme un champignon, il y a des moments, voilà, la vie, elle est ce qu'elle est, elle brasse, elle, elle remue un petit peu. Et cette décision réellement de me dire, tu vas pas te laisser engloutir par la vie. Les aléas, le deuil, je parle vraiment de l'enfance, hein, les aléas, le deuil, euh, la complexité dans les relations, même avec les copains. Voilà, je raconte que que j'ai fait face à un petit peu de racisme, donc c'est très impressionnant quand on est petit. Et alors, quand c'est pas simple comme ça, soit on se laisse engloutir, et la décision réelle, c'était de me dire, ok, très bien, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça, pour améliorer ton existence, pour que c'est de pas te retrouver enfermé dans ces situations. Voilà. Qu'est-ce que je suis allée chercher chez moi? Euh, voilà. Des traits d'humour. Au départ, c'est ça. On est enfant, on se dit, bon, ben, je sais pas, si on donne comme ça un a priori de distance, si on est sujet à ça, eh bien, comment aller vers l'autre? Comment essayer de le comprendre? Comment essayer de se faire accepter aussi, tout simplement? Alors, je raconte ça, mais c'est pas non plus du traumatisme. Mais par contre, c'est suffisamment significatif pour que j'indique dans le livre que c'est une réelle décision. Et ça, en fait, elle est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. C'est qu'à un moment donné, quelle est la décision, quel est le moment où je vais prendre la décision de changer les choses. Si vous me permettez, cet après-midi, je me suis promenée dans cette délicieuse ville de Béziers. Alors, je vous préviens d'ailleurs, c'est un coup de cœur. Et j'ai rencontré une personne charmante qui me dit « Ah, vous faites… » Alors, elle pouvait hélas pas venir, mais elle m'a dit « Je suis tombée très malade. J'ai une immense maladie. Et j'ai pris la décision de prendre soin de moi parce que j'ai pris la décision de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. » Et j'étais contente pour elle. Voilà, c'est une… Voilà, on se pose à l'instant T et on prend la décision. Et la sophrologie, alors sur le chemin, comment est-elle arrivée à vous? Alors la sophrologie, ça c'est les hasards de l'existence, c'est assez incroyable. De la décision a découlé quand même, il faut que je vous dise un petit peu, de la décision a découlé le fait d'avoir quand même envie de comprendre, de dénouer beaucoup de choses. Donc avant la sophrologie, j'ai voulu faire appel à un psychiatre qui m'a énormément accompagnée, qui était vraiment un compagnon de route à qui je dédie un joli pavé, puisqu'il est là aussi. Et donc, il y avait quand même ce désir de se rencontrer. Et d'ailleurs, ça a étonné tout le monde parce que j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, et on me disait, mais n'importe quoi, mais l'argent que tu mets chez un psy, mais je vais te la faire, moi, ta psychothérapie. Voilà, j'ai un frère qui m'a dit ça, si tu veux, je te la fais, ta psychothérapie. Et j'ai dit non, 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 mais c'est une réalité. J'ai vraiment besoin de comprendre comment je fonctionne, pour comprendre comment l'autre fonctionne, pour être réellement dans une démarche humaine, en fait. Et, euh, et en fait, l'existence, moi j'ai ce sentiment-là, hein, que l'existence m'a apporté tellement d'expériences significatives qu'il y en a eu beaucoup. Et à un moment donné, donc j'avais 40 ans, j'étais enceinte de ma deuxième fille et la sophrologie est arrivée à moi par hasard. Et par la grande porte, de manière suffisamment significative, toujours pareil. Hein. Vous savez, quand un événement fait un petit peu plus de bruit que les autres, ouh, c'est moi la sophro. Quoi? Je t'ai pas vu venir. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et j'ai
donc voulu, j'en ai fait d'abord dans le cadre de ma grossesse, et ensuite j'ai découvert complètement par hasard en fait qu'on pouvait la vivre en entreprise. Oh, et alors là, dans ce hasard, parce que c'est vraiment assez fou, c'est quelque chose qui me plaisait puisque je viens quand même du milieu de l'entreprise. Avant de faire de la sophro, j'étais dans l'univers impitoyable de la téléphonie mobile. Donc voilà, il y a ce changement. Et la sophro s'est imposée à moi et ne m'a plus jamais quittée. C'est au-delà d'une discipline, c'est un art de vivre, c'est un art de, c'est une science humaine absolument incroyable. Oh, j'ai fait quelques petites recherches. Mmh. Et la sophrologie donc, prend ses racines Ouais. dans l'histoire occidentale et orientale, du zen, du yoga, mais aussi la psychologie phénoménologique Oui, et la philosophie du Searle. exactement. Mmh. Pourriez-vous nous raconter un peu l'histoire de la création de la sophro Alors, l'histoire de la création de la sophro, c'est Alfonso Caicedo. C'est le fondateur, le créateur de la sophrologie qu'il a créée dans les années 60. Il était neuropsychiatre, il était colombien. Il est venu vivre en Espagne, s'installer, créer la sophrologie. Et alors au début, c'était un joyeux bazar parce qu'il a... Alors sophrologie, déjà l'étymologie, elle est toute simple. Sos, phren, logos. Sos, c'est l'harmonie, l'équilibre. Phren, c'est le cerveau. Et logos, c'est le discours. Et donc l'harmonie vient par le cerveau et surtout par le discours. Parce qu'une séance de sophrologie... se passe par la parole. D'ailleurs, alors ça, je vous fais une proposition. Vous me direz si ça vous fait plaisir ou pas. Si vous avez envie d'essayer, profitez-en parce qu'on est ensemble, on est dans l'intimité. Donc, si à un moment donné, on décide de faire une séance de sophro et que ça vous fait plaisir, je serais très heureuse de vous en faire une. Voilà. Ah, alors voilà, ben génial. Déjà, oui, bon, génial. Il y a des candidats. Eh bien, écoutez, alors notons ça, hein, Ça marche. avec joie, avec joie. Alors du coup, tout commence par quoi? Est-ce que ça commence par la... Alors oui, c'est ça. C'est la suite de la question, c'est que ce qui est très important, c'est qu'en effet, c'est issu alors du yoga au niveau du mouvement, mais finalement, moi, je trouve que en la pratiquant beaucoup, la sophrologie, c'est pas vraiment le mouvement qui compte, c'est surtout le rapport au corps. En fait, la sophrologie, c'est simple, c'est la science de la conscience, tout simplement. On parle du corps évidemment parce qu'il y a la réunion du corps et de l'esprit et les deux se véhiculent pour pouvoir nous mener vers là où on veut aller. Mais avant tout, c'est la science de la conscience. Ouvrir la conscience à tous les champs du possible. Et pour ça, il y a la phénoménologie. Ça, c'est très, très important. Pour moi, c'est vraiment le plus important. La phénoménologie, c'est le ressenti, une fois qu'on a pris conscience de notre conscience, c'est le ressenti du corps qui va avoir ces phénomènes. Alors c'est rigolo, parce que quand vous faites, vraiment le mot est choisi rigolo, c'est que quand vous faites une séance de sophrologie, vous pouvez avoir ces phénomènes, il n'y a pas d'autre mot, particuliers de tout d'un coup ne sentir que votre tête, pas votre corps, avoir l'impression que votre corps est comme ça alors qu'en fait il est juste comme ça. Et ça, alors évidemment la sophrologie, quand vous faites une séance, c'est que votre corps vous dit des messages. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et que vous lui répondez, que nous lui répondons, parce je peux être évidemment pareil, j'ai mal. Oui, oui, non, mais là, je suis désolée, mais moi j'ai des trucs à faire. J'ai mal. Oui, mais j'ai vraiment des trucs à faire. J'ai vraiment mal. Oui, mais là, il faut que j'aille en séance de sophrologie. Il y a Véronique Bogdanov qui passe, elle va nous faire une séance. Et là, votre corps, il dit, OK, mon gars, mais tu vas voir. Et là où vous avez toutes les tensions j'ai mal, vont évidemment se multiplier à ce moment-là. Alors, vous allez me dire, alors là, madame, moi, c'est un enfer. J'ai eu les cervicales qui ont clignoté pendant toute la séance. Eh bien, rassurez-vous sur le fait que tant mieux, c'est que votre corps discute avec vous. Il discute avec vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller chercher ces messages. Ce sont des phénomènes. Et plus vous allez lui dire, OK, tu as mal, je t'entends.
tu as mal. Vous allez presque analyser la nature de votre douleur, son aspect chronique aussi. Et c'est là que vous allez commencer à rentrer dans ce magnifique voyage de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, et que vous allez en avoir conscience en permanence. Donc il y a peut-être aussi une démarche d'amour. L'amour, vous en parlez, l'amour que l'on se Ah oui. porte aussi, et de l'acceptation de soi. L'amour, l'amour de soi. En fait, c'est pas simple. L'amour de soi, la bienveillance, apprendre à s'aimer. C'est un vaste. Souvent, on me dit d'ailleurs, ouh, c'est un vaste sujet. La rencontre avec soi, c'est un vaste sujet. L'amour de soi, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, qui se vit petit à petit, qui s'accepte. En fait, se rencontrer, c'est progressivement accepter ce que nous sommes, tel que nous sommes, à l'instant où nous sommes, avec ce que nous avons fait, ce que nous sommes devenus. C'est un petit peu lâcher les armes sur le passé, ne pas penser à notre futur, mais ça on y reviendra, je crois, et apprendre à d'abord à se respecter, à s'apprivoiser, et ensuite, progressivement, à s'aimer petit à petit, à se regarder dans un miroir. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans le livre. Hein. Apprenons à nous regarder dans un miroir sans jugement. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, regardez, chacun promène, pardonnez-moi, hein, chacun promène sa carcasse. On est là. On avance dans ce monde, on est là. Alors, autant se donner du bon, autant se regarder avec amour. Plus on s'en donnera, plus on pourra évidemment en transmettre à l'autre. L'amour est un vaste sujet. Je l'ai indiqué dans le livre. Ce serait intéressant que je lise ce passage sur l'amour. Mais la suite, Isabelle. Est-ce que ce n'est pas une démarche narcissique, toute cette hyper attention portée à soi? Nombriliste? Non, pas du tout. Non, 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 non. Mais non, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, nous sommes la première. Enfin, en gros, comment voulez-vous que les autres vous aiment si vous ne vous aimez pas? Si vous êtes vide de vous, si on est vide de nous, comment avoir comment pouvons-nous, c'est pas attirer l'autre, mais comment pouvons-nous interagir avec l'autre si au départ c'est un petit peu compliqué avec nous? Le principe, c'est vraiment, c'est pas une démarche narcissique, c'est comme si, c'est exactement pour moi la même démarche que aimer l'autre. De toute façon, comme vous le disiez, Isabelle, c'est avant tout une démarche d'amour de manière générale. L'amour, il est au centre de tout. L'amour, il est commun à nous tous. On a tous ici, tous entendu parler d'amour. Je vois deux personnes qui se tiennent la main, c'est un délice. Il y a plein d'amour. Et ça, c'est juste merveilleux. Il y a l'amour. J'en reviens parce que tout d'un coup, ça revient, là, ça tombe. Donc il y a l'amour sentimental, il y a l'amour amical, il y a l'amour... mais il y a cet amour qui nous traverse tous, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Alors pourquoi on ne pourrait pas s'en donner à nous? À un moment donné, il faut aussi que ça passe par nous. Et de se donner de l'amour n'est pas un acte narcissique. On se remplit. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que j'écris vraiment dans le bouquin, j'ai eu des perceptions, vraiment quelque chose de très palpable. Il m'est arrivé pendant quelques jours comme ça de ressentir un sentiment d'amour profond, puissant. Et il était tellement puissant que j'avais l'impression qu'il était palpable. C'était très particulier. Je vous dis, j'ai l'impression que la vie m'offre énormément d'expériences. Et celle-là, j'ai eu deux sentiments, enfin,
une émotion de joie très intense et et un sentiment d'amour très intense. Ça m'est arrivé au point de, justement, suffisamment significatif, comme je dis toujours, pour dire j'ai vraiment besoin et envie de le partager. Un amour palpable. Il est là, il est présent. Il dépasse les frontières. Il dépasse tout. Il est là, dans cette pièce. Là, si on réunit tout notre amour, qu'on le met à l'extérieur, et puis une fois qu'il est à l'extérieur, il peut dépasser toutes les frontières. Il dépasse aussi les frontières de la vie. C'est grâce à lui qu'on a confiance. On continue d'aimer, quoi qu'il arrive. Je me suis égarée là, non? Non, on parle d'amour, mais des fois, on n'y est pas. Des fois, on n'y est pas du tout. Et vous proposez notamment un voyage à travers ces émotions. Ah oui. Voilà, être en capacité de les accueillir et vous évoquez notamment différentes façons de les identifier. Alors moi, les émotions, attention, je fais une vraie différence entre l'amour, qui est un sentiment, et les émotions, qui sont des émotions. D'ailleurs, j'ai oublié ma petite citation. Je ne l'ai pas amenée avec moi. Oh, quel dommage. Je réagis sur la joie. Les émotions, ce sont mes copines. Ce sont mes garde-fous. Les émotions, ce sont ces balisages, on va dire, ces petits panneaux de signalisation qui nous invitent au mouvement. Les émotions, du latin emovere, mouvement. Alors les émotions, on les voit comme des grandes méchantes qui nous donnent cette impression de nous engloutir. Parce qu'on a le sentiment de ne pas les maîtriser, on a le sentiment qu'on n'est pas les chefs et que c'est elles qui décident et qu'elles vont nous pourrir. En fait, ce sont nos copines. Ce sont nos garde-fous. La peur, par exemple, est une émotion qu'on peut évidemment détester. Quand justement l'émotion de peur devient un sentiment, d'être toujours embarqué par elle, d'être manœuvré et véhiculé par la peur, il n'y a rien de pire. Mais à la base, la peur, c'est un balisage total. Je vais traverser la rue. Je me suis donc promenée à Béziers. Je me promène, j'ai une voiture qui passe. En fait, la peur, c'est ça. C'est de dire, hop, je suis un garde-fou. Si je n'avais pas peur, je passerais. Je me ferais écraser par la voiture et on n'en parle plus. Là, c'est juste un indicateur qui dit, hop, il faut que tu t'arrêtes parce que là, il y a un danger. C'est ça la peur. Ensuite, alors évidemment, hein, si la voiture s'arrête à ça de moi, je vais continuer d'avoir peur, le cœur qui bat, tout le mécanisme se met en route, évidemment. Je transpire, j'ai le cœur qui bat. Voilà, c'est parce que derrière, il faut aussi éventuellement que je prenne la fuite. Donc il y a quand même tout un mécanisme dans notre corps qui se met en route suite aux émotions. S'il n'y a pas de conséquences, en fait, je vais juste analyser mon environnement. Ok, plus de voiture. Je vais m'adapter. S'il y en a encore, je vais attendre et je m'adapte. Et ensuite, je traverse la route. Donc la peur, elle n'est pas bien méchante. C'est quand elle devient chronique. Quand elle devient chronique, quand on lui dit ouais, mais là, tu vois, l'avenir, moi, je contrôle rien, quoi. Je ne sais pas si je vais garder mon boulot, je ne sais pas si je vais garder ma maison, je ne sais pas si mon mari va me garder, je ne sais pas si... Voilà, là, ça devient de l'inquiétude, ça devient de l'angoisse, parce qu'on manque totalement de contrôle, parce qu'on ne peut pas s'adapter à des perspectives, des perspectives qui sont inexistantes, puisqu'en fait, on se projette dans un avenir totalement incertain. Donc là, en effet, la sophrologie intervient pour nous ramener, calmos. Hop, on revient ici et maintenant pour se rendre compte que l'avenir, il n'y a pas
on va savoir l'appréhender. Déjà, vivons notre présent. Donc, la peur, en tout cas, sachez que c'est un indicateur, c'est une zone de balisage. J'aime beaucoup, ma copine préférée, c'est la colère. Toujours pareil, elle n'est pas bien méchante. Il faut juste la gérer. Il faut juste l'accompagner. La colère, en fait, elle vient me dire, elle a un message pour moi. Dis donc, on n'aurait pas un peu empiété sur ton territoire, là? Dis donc, il n'aurait pas un peu abusé, l'autre, là? Dis donc, comment tu te sens, là, à l'idée que tel ou tel événement ne se passe pas comme tu le souhaites ou... C'est toujours une histoire de... La colère, c'est vraiment quelque chose de... C'est une émotion qui est vraiment liée au fait qu'à un moment donné, il y a eu que l'extérieur a dépassé les limites ou que nous nous sommes laissés dépasser. Donc la colère peut être contre l'autre et contre nous. Mais toujours pareil, elle nous mène au mouvement. Et verrez, mouvement. Alors moi, je ne vais pas lui casser la figure à l'autre. Mais par contre, je la sens en plus, hein, la colère. Moi, physiquement, je ne sais pas si c'est pas pour vous, mais moi, elle est là, elle est là, elle est là. Alors, waouh! Quand c'est là, c'est waouh! Et en fait, la colère, euh, c'est de pouvoir dire à l'autre, c'est-à-dire de changer les choses une fois de plus, de se mettre en mouvement pour dire à l'autre, comment, enfin, soit pour dire à l'autre, soit pour récupérer tout ce qui a été soit abusé, soit les limites ont été dépassées. C'est toujours pareil. C'est pas l'autre c'est pas l'autre l'agresseur. C'est nous qui avons le pouvoir de comment on dit, comment? Ah, merci. Ouais, de réajuster. Exactement. Donc la colère est un indicateur passionnant de ce que nous avons à dire. Lui, il m'énerve. Ah, ok. Ah, bah alors lui, déjà, tu lui dis merci parce qu'il t'énerve. D'accord? Dis-lui merci parce qu'il vient titiller chez toi quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Déjà, dis-lui merci à l'autre qui t'énerve. Donc la gestion des émotions, ou plutôt le fait de les apprivoiser, nous permet de nous transformer finalement. Complètement. Et d'être acteur, en fait. D'être actrice et acteur de notre vie. C'est-à-dire que, comme on ne se laisse pas embarquer, alors nos copines, la colère, la peur, la joie, c'est toutes ces émotions-là, en fait, évidemment qu'on va pouvoir... Moi, je les utilise comme des outils. Les outils que je pose là, et elles peuvent surgir à n'importe quel moment, puisqu'en fait, on interagit dans l'existence à chaque minute, à chaque seconde. Alors, je vais pouvoir être actrice à l'instant T de, voilà, j'ai telle situation, je vais la gérer avec mon émotion. Mon émotion, elle va venir m'aider. Elle est là pour m'aider. Elle n'est pas là pour me faire de mal. Ça, c'est vraiment important. Et quand on a le sentiment, parce que c'est ça qui m'arrive dans mon quotidien, je viens vous voir parce que j'ai un mal fou à gérer mes émotions, c'est qu'en fait, on a laissé un petit peu le désordre. C'est absolument pas grave, on est tous fichus pareil. De toute façon, c'est bien de travailler sur nous. C'est comme quand on laisse notre cuisine en bazar, hein. C'est pareil, ça se range. Oui, cette notion d'être acteur, en fait, hein, d'agir. Donc, on n'est pas que dans la contemplation, on est dans l'action. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ah oui. Alors, comment ces instants de vide peuvent nous mener à l'action? Ces instants de silence. Voilà. Bah, le silence, en fait, que l'on peut faire en soi, c'est en fait à partir du moment où on se tait, le corps et la conscience jacassent comme des fous. C'est-à-dire quand on arrête de faire et qu'on est juste dans l'être, on ferme les yeux et en fait il se passe plein de trucs. Ça jacasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et
ça, c'est la contemplation. Alors, la contemplation, pour moi, c'est encore autre chose. C'est vraiment d'être alors, dans ma définition, c'est vraiment d'être en osmose avec la nature. La contemplation, c'est plus la rêverie du promeneur solitaire. Pour moi, c'est plus ça. Mais en tout cas, le silence, il est salutaire pour pouvoir d'abord se poser, ensuite entendre les messages de notre corps, de notre conscience, et pouvoir agir. Vous avez tous, toutes et tous à l'intérieur de vous des choses qui se trament, qui se jouent, qui se racontent, qui se disent. Tous. Et pour autant, est-ce qu'on les entend? Alors, j'incite quand même Isabelle sur un truc, c'est que j'ai vraiment, je vous l'avoue, totalement profité du confinement enfin du premier surtout, pour faire face à ma réalité. Mon amoureux qui est ici, lui-même, a entendu les méandres de tout ce dont j'avais à me libérer. Et une fois que je me suis libérée, j'ai vraiment entendu ce silence qui m'a permis aussi de ressentir la présence de ce livre qui poussait. Et je lui disais, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un truc fort qui pousse, parce qu'on est en réajustement total. Pour moi, c'est vraiment l'exemple type, hein. C'est-à-dire, il y a le silence, on est, au-delà du fait qu'on soit pétrifié, etc., il y a le silence, et puis l'émergence de tout ce qui se met à pousser à l'intérieur de nous. Encore, pour moi, vraiment, sincèrement, pour moi, c'était une expérience encore significative. Vous allez entendre le mot, hein. Donc, vous venez de parler du présent, vous parlez de la conscience de l'instant qui permet de nous adapter, d'ouvrir le champ des possibles, de ne pas retenir, d'accepter, d'accepter l'éphémère, d'accepter le temps qui passe, le temps passé. Comment la conscience de l'instant permet-elle de réaliser ce chemin qui normalement était lourd, fastidieux, qui prend souvent la forme d'une analyse, de la conceptualisation d'un fonctionnement, des conditionnements familiaux? Comment? En fait, l'instant présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire un focus sur ce que nous sommes là à l'instant T. L'instant présent, c'est la conscience aiguë de ce que nous sommes. Aigu, hein, c'est vraiment le mot, de ce que nous sommes en train de traverser à cet instant. Madame s'est gratté les cheveux. Monsieur est comme ça. Madame est derrière son masque. Monsieur bricole son téléphone pendant ma conférence. C'est ça la conscience. En fait, c'est d'être totalement présent. Voilà, vous êtes la main comme ça sur votre bouche, madame, et vous sentez peut-être votre main sur votre bouche. Vous toussez. Qu'est-ce que je ressens à cet instant-là? C'est d'être, vous souriez, madame, et en fait, c'est d'être totalement là, ici, maintenant. Pour moi, l'instant présent, c'est tout ce qui se passe ici et maintenant. Alors, Isabelle parlait en effet, énormément dans le livre, j'incite, parce que je l'ai beaucoup fait, et je sais que, hélas, je le fais encore, de se libérer du passé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De se libérer d'un max de choses. Parce que finalement, libérer, ça ne veut pas dire détester, hein. Libérer, c'est dire, bon, ben, de toute façon, le passé est révolu. Qu'est-ce que je vais m'encombrer avec? Il n'existe plus ce passé, on ne peut plus l'attraper. On a des chansons qui peuvent nous générer une émotion. On a des gens qu'on aime, qu'ils soient ailleurs ou ici. Ok, le passé, c'est les grandes lignes. Mais le présent, c'est là, ça, c'est super palpable. Bonjour Isabelle. Voilà, là, c'est présent. On se regarde dans les yeux, on constate qu'on a une tenue similaire alors qu'on ne se connaissait pas. Et un peu comme ça. Mais c'est ça le présent. Et c'est toute la qualité. C'est la qualité de vous entendre sourire, de vous voir sourire. C'est ça le présent. Le futur, il n'est pas encore écrit. C'est les mains qui se tiennent, c'est la vie.
c'est ça le présent. Le futur, on verra bien. Le passé, on s'en libère. On garde les grandes lignes, mais on s'en libère. Et si le présent, c'était la joie? La joie. Mais quand, est-ce que vous... Ah là là. Et si on se connectait à elle tout à l'heure, la joie. La joie, c'est... Ah, je suis embêtée parce que j'ai une très jolie citation de Jean d'Ormesson que Je j'ai vais aller la oubliée là. chercher. C'est vrai, oui, oui, génial. La joie, en fait, c'est... Je l'ai ressentie très récemment. Pareil, de manière très significative dans des situations qui sont affreusement tristes. Et pour autant, je l'ai vécue. J'ai presque envie de dire, je vous le jure, c'est très particulier. Les moments étaient tristes et pourtant j'étais remplie de joie. Et avec, vous savez, quand ça commence à pétiller comme ça dans tout le corps, la joie, en fait, cette émotion merveilleuse, vous savez quoi? Déjà, elle est bonne pour le cœur. Et quand elle vous inonde de la tête aux pieds, qu'elle elle est fédératrice, c'est-à-dire que là, mes sourires, merci beaucoup, mes sourires, ma joie, que je peux vous communiquer, ne serait-ce qu'en ayant cet enthousiasme de vous en parler, l'énergie de la joie, elle se transmet, elle est joyeuse, évidemment. Elle est présente. Alors d'Ormesson dit cette phrase très très belle. La joie est une tempête qui tombe du ciel pour nous élever vers lui. Vous êtes d'accord? C'est canon, non? C'est dans le guide, c'est dans Guide des égarés. Un très joli petit guide qui est une pure merveille. Voilà, Guide des égarés. Et la joie, donc, est une tempête qui tombe du ciel pour nous élever vers lui. Donc, pour moi, je me sens véhiculée et animée par cette sensation cette émotion de joie et ce sentiment d'amour. J'ai vraiment écrit un truc très joli sur l'amour. Enfin, très joli parce que je l'ai écrit avec le cœur. Ah oui, alors ça, c'est super important. Ça, j'ai envie de le dire. C'est que donc c'est mon premier ouvrage. Autant vous dire que je la ramène pas du tout parce que vous savez pas si vous allez être édité, vous savez pas si votre livre va avoir. C'est pas une histoire de succès, c'est juste une histoire de. euh, j'ai mis mes tripes. J'ai surtout écrit pour pouvoir donner à l'autre. Voilà. Et quand on me dit que mon livre peut aider, je me sens comblée de ça. Et, mais dans cette incertitude, quand on écrit, c'est merveilleux, mais il y a justement une forme d'incertitude. Et la seule chose, à chaque fois que j'avais de l'incertitude, je me disais, je m'en fous en fait. Je l'ai écrit avec le cœur. Je l'ai réellement écrit avec le cœur. Donc, finalement, à partir du moment où je me suis sentie connectée à me dire que ce livre était écrit dans l'amour et dans le cœur, voilà, Inch'Allah. C'est de l'or. C'est de l'or, c'est ça. Alors, vous êtes la sœur des célèbres frères Bogdanov. Mm. Vous êtes façonnée par ce lien fraternel qui vous a énormément apporté. Y a-t-il une phrase, un conseil, une attitude, une façon de voir la vie particulière que vous retenez d'eux et que vous auriez envie de nous partager là, dans l'instant? Avec joie. Avec joie déjà de rendre hommage à Igor et Grishka, de parler d'eux. En fait, l'écriture, j'ai des milliers de choses. C'est pour ça il va falloir que je trie. Les jumeaux ont fait ce que je suis. Ça, c'est incontestable. En fait, Igor et Grishka avaient 18 ans de plus que moi. Donc j'étais la petite sœur. Les jumeaux étaient des êtres très drôles, avant tout très drôles, et qui aimaient comme ça le petit être qui tournait autour sans arrêt, qui les sollicitait tout le temps. Ils me trouvaient, je pense, assez rigolote. En tout cas, l'interaction des trois était très pétillante et très drôle. Et j'ai envie de raconter que quand j'étais... j'en ai tellement, c'est ça qui est compliqué. En tout cas,
ils m'ont mené vers l'écriture. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je leur écrivais des lettres. Ils habitaient à Paris, moi dans le Gers. J'allais les voir pendant les vacances. On passait beaucoup de temps ensemble. Et quand je leur écrivais et ensuite j'arrivais à Paris, il y avait un tiroir comme ça dans lequel il y avait mes lettres. Et Igor me disait, mais dis donc, mais t'écris vraiment bien. Tu sais, un jour, tu devrais écrire. Et en fait, ils avaient toujours cet enthousiasme. Quand je dis ils ont fait de moi ce que je suis, c'est que, en fait, ce sont des êtres qui m'ont toujours considéré pour me donner l'impression que j'avais quelque chose à faire dans cette vie, dans ce monde. Et ça, je leur dois sincèrement. Donc, Igor qui me dit, tu devrais écrire. Vous imaginez, il a 18 ans de plus que moi, il était au zénith de son art. C'était dans les années 80-90. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Enfin, ça me touche qu'il puisse dire une chose pareille. Évidemment, le truc est resté. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai écrit ce livre, c'est ne pas leur demander nécessairement un éditeur de l'aide, etc. C'était plus, voilà, mes chéris, je vous pose mon livre. Ah, alors là, Igor, j'ai écrit à Igor, je lui dis, j'ai écrit un livre, mais c'est merveilleux, mais c'est extraordinaire. Tu vas nous amener un bouquin. Bon, ça s'est passé en novembre dernier, décembre dernier, hélas. Euh, Ils l'ont jamais eu dans les mains. Ils l'ont eu dans le cœur, je pense, parce que je leur ai lu des passages, mais pas dans les mains. Ça, c'est eux. Les jumeaux m'ont donné. Ils ont fait en sorte que jamais, je ne manque d'imagination, de désir d'entreprendre, que, que finalement j'embrasse toutes les phases de la vie. Et je vais vous dire, je vais partager ça avec vous, hein. C'est que leur mort, en fait, est extrêmement... Évidemment, c'est toujours bouleversant, la mort. Mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'ils m'ont donné tellement, j'ai un héritage tellement colossal, que quand je vous parle de la joie, c'était par rapport à eux. C'est-à-dire, ils étaient morts, mais l'héritage était tellement intense. L'acceptation de les laisser partir était une véritable acceptation. Et je suis tellement comblée, en fait, que cette joie, elle est là. Et cet amour, c'est-à-dire que l'amour, bah, c'est le véhicule, c'est la voiture qui va là-bas. Et la joie, c'est celle qui conduit la voiture. Et tout ça va là-bas. Mais bien sûr que je me sens remplie d'eux, totalement et sincèrement. La chose la plus compliquée à gérer, c'est la temporalité, c'est-à-dire de dire c'est fini dans ce monde. Alors je sais que mon héritage et mon trésor surtout, le trésor qu'ils ont posé en moi, est inestimable et éternel. Euh, c'est juste parfois le fait de dire l'échéance est terminée, schlac, ouf, voilà, c'est juste ça. Merci. C'est moi. Nous pourrons vous retrouver aussi sur votre chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Rêve, ayez-vous. C'est une invitation magnifique. Rêve, ayez-vous. Et peut-être aussi, près de chez nous, près de nos plages, j'ai vu que vous animiez des séances de sophro-plage. Oui, ça c'est un petit délice. La sophro sur la plage, en fait, je suis une grande amoureuse de la nature. Et j'habite au Cap Ferré. J'ai un endroit là-bas où j'ai fait beaucoup de séances sur la plage. Et j'aime infiniment la connexion à nous et à la nature, l'énergie que nous pouvons récupérer de la nature. Et sophro-plage, au cœur des éléments, c'est une merveille. Peut-être quelques questions pour le public? Avec joie. Messieurs, dames.
Madame. Madame. J'arrive, je vais vous donner un micro. C'est aussi pour l'enregistrement. Bonjour et merci pour votre venue. Une question par rapport à la temporalité. Ouais. Avez-vous quelques pistes pour l'appréhender ou la gérer, cette fameuse temporalité? Est-ce Schlack, c'est fini? Ou ceci n'existera plus? Ah, par rapport au départ des jumeaux? En Non, pas l'occurrence, forcément de manière générale. Ah, La première fois, je vous dis, voilà, j'ai un enfant, bah, je sais ce que c'est. J'ai connu. Vous voyez ce que je veux dire? Les premières fois qui se terminent, tout ce qui se finit en fait. tout ce qui se Donc finit. il y a la vie, mais il y a tout le reste. Alors, je comprends tout à fait. Alors, justement, par rapport à l'enfant, j'ai une phrase implacable d'une de mes filles qui était un petit bébé, une petite fille très câline, très, très, très câline. Je l'ai eue à l'âge de 40 ans. Et là, il y a 2-3 ans, je me jette sur elle. Oh, mon lapin, ma chérie. Maman. Je dis, mais quoi? Mais elle est passée où, ma fille? Mon petit bébé câlin? Et là, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle est passée où, la mère de 40 ans? J'ai dit, crapaud. Mais en fait, c'est simple. C'est qu'en fait, tout passe. Tout passe. Et en revanche, je vous invite à l'accepter. Et ça, c'est en revenant justement à ici et maintenant. C'est impalpable. C'est le passé, c'est fini. Il n'existe plus. Donc, regardez vos enfants grandir, vous enrichir, vous nourrir des périodes qui se sont passées. C'est un peu ce que je disais par rapport même aux jumeaux. Prenez tout ce qui a pu vous enrichir et vous nourrir pour pouvoir continuer d'avancer. Souvent, moi, j'ai fait ça. Hein. Quand j'ai des moments de grâce, je me dis ça c'est un moment de grâce. C'est comme si physiquement, mais je l'ai toujours fait, je ne sais pas pourquoi ça a été un réflexe, comme si je le mettais à l'intérieur de mon cœur pour dire ça va me nourrir à tout jamais. Nourrissez-vous de tout ce qui est bon pour vous, pour que quand vous en aurez besoin, comme un petit écureuil qui fait ses provisions, faites des provisions d'amour, faites des provisions de joie, faites des provisions de petits câlins là-bas, parce qu'il y a quand même du câlin là. Hein. Donc, c'est ce petit bout de chou qui va grandir, c'est maintenant. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Ça oui. vous semble Oui, plus clair? merci. Parce que les échéances, ce n'est pas vous qui les maîtrisez. Par contre, ce que vous maîtrisez, c'est le regard que vous avez sur les choses. Nourrissez-vous de plein d'amour. Merci. Avec plaisir. Merci. Une autre question? Bonjour, lorsque j'ai vu le titre de la conférence, j'ai vu Bogdanov, je me suis dit, tiens, comme les frères Bogdanov. Mais ceci mis à part, j'ai apprécié particulièrement votre individualité. Merci beaucoup. Voilà, et tout ce que vous nous avez raconté. Ma question serait la suivante, c'est-à-dire quand vous avez par exemple parlé de la peur, bon, vous avez cité des peurs enfin, bon, je ne redis pas ce que vous avez dit, hein, mais quelque part, moi je me pose la question par rapport à la peur qui vient de l'extérieur, plutôt d'un environnement sociétal, et qui est volontairement fabriquée. Vous verrez certainement ce que je veux dire. Ah, mais complètement. Et voilà, par rapport à ça, parce que vous dites le regard, s'aimer soi-même, le regard vers soi, mais quand même, il y a l'extérieur, et un extérieur qui peut être très fort. On peut dire le regard de l'autre ou des autres, mais je le positionne au niveau sociétal. C'est quand même très fort. Et c'est très intéressant votre question, Voilà. parce que justement, quand j'ai écrit, j'ai énormément pensé à ça. Et il y a un passage là-dessus dans le livre, c'est que justement, bienvenue au pays de soi-même, c'est un petit peu faire par-avant avec tous ces encombrements, tout ce qui nous semble polluant. C'est tout ce qui se passe à l'autre bout de la planète,
sur quoi on ne peut pas agir, par exemple. On a des informations incroyables. On ne peut pas agir dessus. Nous, là, tout de suite, là, je ne peux pas aller voir Poutine ou je ne sais qui pour dire t'arrêtes la guerre, là, t'arrêtes de faire chier. C'est impossible. En revanche, moi, je peux déjà voir ce qui est dans mon pouvoir. C'est pas se centrer sur soi, encore une fois, c'est pas une démarche nombriliste. C'est juste de reprendre son pouvoir sur quelle action je peux mener. Déjà, si je peux garder mon calme, à ne pas me faire envahir, parce que toutes ces informations qui viennent nous polluer, qui nous brassent, moi j'ai vraiment ce sentiment, vous savez, quand vous êtes brassé comme ça là-haut, et que vous ne pouvez pas réfléchir, parce que vous êtes bombardé. Là, moi, je m'isole, vraiment. Et je fais en sorte de pouvoir juste réfléchir. Réfléchir, c'est trouver mon point de vue qui me permettra de trouver mon équilibre et de prendre l'information qui me semblera juste à l'instant T. Là, c'est un petit repli sur soi quand même, j'avoue. De toute façon, j'allais dire sachez que non, mais souvent, en séance individuelle, il m'arrive depuis 15 ans, et la société, il y a 15 ans, n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Depuis 15 ans, je dis, arrêtez le journal de 20 heures. C'est pas méchant, hein, mais arrêtez-le. Prenez votre discernement. Allez marcher dans la nature, respirez, faites-vous votre propre opinion de l'information. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Une dernière question? Bien. Avant de nous quitter et de vous retrouver pour des dédicaces, je vous dis merci.